L'Ukraine, pendant ce temps, ne reste pas inerte. C'est la nouvelle donnée par le Times qui est très spectaculaire sur le fait que la possibilité d'une bombe nucléaire ukrainienne est en train de prendre forme beaucoup plus rapidement que ce qu'on pensait à quelques mois de la bombe, selon le Times. Alors, d'abord, le contenu des informations qui sont données là, il faut rappeler qu'il y avait un potentiel nucléaire en Ukraine précédent et que là, Elisabeth Shepard-Selam, il pourrait le ranimer. Alors, ranimer, moi je me pose quand même la question sur cette histoire, sur l'enrichissement. On sait que c'est quand même une question assez difficile avec une technique. Que les Ukrainiens ont une capacité d'innovation, de technologie, d'industriel, j'ai aucun doute. La question qu'on voit dans d'autres situations, notamment l'Iran, cette capacité d'enrichissement d'uranium jusqu'au taux qu'il faut avoir pour faire une bombe nucléaire. Ça prend du temps, ça prend une certaine technologie. Le savoir-faire, je pense que ça, je m'inquiète moins. Alors lisons, je vous interromps, exactement ce que dit l'article. L'Ukraine pourrait mettre au point une bombe nucléaire rudimentaire en quelques mois si Donald Trump retire l'aide militaire américaine. Tout est dans le bombe nucléaire rudimentaire. On comprend bien que l'Ukraine ne va pas devenir une puissance nucléaire en quelques mois, mais on retourne à l'audace de votre copain Zelensky, le bip de Zelensky, il est là, c'est-à-dire qu'il est en train de dire aux Américains, si vous m'ennuyez trop, moi, j'ai de la marge, j'en ai encore sous la pédale. Mais vous savez à quel point on est en train d'énerver Zelensky, il se met à parler comme Vladimir Poutine. Parce qu'il a compris que le nucléaire fait réagir tout le monde. Il a compris sur quel bouton il fallait appuyer pour faire changer les choses, pour faire décider certaines choses, etc. D'ailleurs, il le dit clairement. Bien sûr, bien sûr. Il dit, vous n'assurez pas, parce que vous insistez sur, bombe nucléaire, rudimentaire, etc. Pour moi, le mot-clé, c'est les Américains. C'est un message qui est envoyé davantage à Washington qu'à Moscou. C'est de dire, si vous ne réglez pas cette situation, si vous n'honorez pas les garanties de sécurité et vos promesses, nous, on va devenir proliférants. Expliquez bien ce qui se passe. Être un allié quand on est petit, il ne faut pas être trop soumis. Je me rappelle toujours le général de Gaulle qui citait telle citation disant « Tu n'es pas si petit, ne te fais pas si grand. Non, tu n'es pas si grand, ne te fais pas si petit. » C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas être trop modeste quand tu n'es pas trop fort. Et donc là, c'est une manière de dire, comme les Israéliens le font, on est un allié, mais on n'est pas soumis. Non, mais je pense qu'il y a cet aspect de ne pas être soumis que, comme vous disiez, Darius, les Israéliens parfois le font peut-être trop bien, surtout le gouvernement actuel. Mais c'est aussi cette notion de force et cette prise, on va dire le caractère du futur nouveau président des États-Unis, le président élu Trump, très clairement se faire entendre par des hommes comme ça c'est dans la force. C'est dans la force, c'est dans l'audace parfois, dans du bien, du bon et du mauvais. Et très clairement, Zelensky, qui est quand même un très bon communicant, qui est très intelligent, a compris que c'est la seule façon de se faire entendre et écouter par ce président qui arrive. Est-ce qu'il y a de l'admiration pour ça? Pardon, parce qu'on est à un moment, franchement, si Zelensky était peureux, il resterait dans son bureau en se disant « Mon Dieu, je prie pour que M. Trump continue à me soutenir ». Non. Au contraire, il prend l'initiative de cette façon-là. Moi, oui. Je suis clairement en admiration devant Zelensky, mais dès le début, parce que vous savez, moi j'ai regardé déjà la série Le Serviteur du Peuple, et quand il a mis en marche la même chose qui était dans le film, il est devenu le vrai. En fait, on rigolait, et puis après il y a la guerre qui est arrivée, on disait oh ce petit artiste comment il va réagir. Il est devenu le mec le plus puissant sur la terre quasiment face à un Goliath qui était de l'autre côté. Vous savez, il y a cette semaine la campagne de Trump a publié les 7 leaders qui ont téléphoné à qui le président Trump a eu les conversations. Donc il y a eu 70 personnes, mais ils ont mis 7 personnes. Ils ont Netanyahou et ils ont mis Zelensky. Il n'y avait pas Poutine. Oui. Et bien évidemment, c'était ça. Et puis, c'est pas de la rigolade. Parce que, je vous rappelle, l'Ukraine possédait 17 réacteurs nucléaires, elle possédait 5 centrales nucléaires, ça veut dire elle possédait les scientifiques qui vont avec, et elle possédait aussi à Dnipro la production des plus gros missiles intercontinentaux soviétiques, c'est les Ukrainiens qui les produisent. Rappelons la stratégie du fou. Les Américains, qui sont parfois très conservateurs en politique étrangère, depuis 91, ils n'ont qu'une seule crainte, c'est qu'il y ait une prolifération nucléaire dans l'ancien empire soviétique. Rappelez-vous Gorbatchev quittant le pouvoir et qui envoie la petite valise nucléaire pour la transmettre à Helsinki, et les Américains étaient tout contents parce qu'ils disaient voilà, c'est ordré. Là, ça part un peu en cacahuète quand même, parce que l'Ukraine pourrait mettre au point donc cette bombe nucléaire. Le pays serait rapidement en mesure de construire un dispositif de base à partir de plutonium avec une technologie similaire à celle de la bombe Fatman, larguée sur Nagasaki en 1945, dit le rapport, créer une bombe atomique simple
comme l'ont fait les États-Unis dans le cadre du projet Manhattan, ne serait pas une tâche difficile 80 ans plus tard, peut-on lire dans ce document d'information préparé pour le ministère ukrainien de la Défense. Évidemment, 1/10 de sa puissance, quand même, il faut le préciser. 1/10 de la puissance. De fait, et aujourd'hui, non, mais bien sûr. Oui, c'est mais important. c'est pas fait pour être utilisé, on a compris. On est d'accord. Mais les Ukrainiens, ils ont tout à fait le droit, à mon avis, de développer justement ce genre d'armes, parce que en 94, ils les ont abandonnés. Sous quel prétexte? Que justement la Russie, les États-Unis, le Royaume-Uni et d'autres pays qui ont signé un accord séparé garantirait la souveraineté de l'Ukraine. Or, aujourd'hui, on voit qu'il y a évidemment de l'aide militaire, mais qui n'est pas suffisante et qu'il n'y a pas assez d'actions aujourd'hui qui permettraient à l'Ukraine de remporter cette guerre ou d'être protégée face à la Russie. Donc l'Ukraine, elle a tout à fait le droit de faire cela. Après, il faut comprendre aussi que, objectivement, la Russie, elle a quand même aussi des renseignements à ce niveau-là, et que si elle voit ce genre d'étape se proliférer et avoir lieu, la Russie pourrait également réagir de son côté-là. C'est, je pense, quelque chose qui aujourd'hui fait parler les médias, évidemment, parce que l'Ukraine est une fois de plus dans une situation qui est compliquée. À quel point est-ce que c'est réaliste ? Je ne suis pas sûr que ce soit la priorité. Cela étant, rappelons quand même que beaucoup d'experts éminents, pas vous vous trompez jamais, mais regarde Michel Goya, il se méfie. Voilà. J'attends la suite. Le sniper Michel Goya sait que ça peut arriver de tous les côtés. Voilà. Vous prévoyez l'envahissement de l'Ukraine en février 2022 ? Non. Enfin, en fait, j'étais sceptique. Sceptique. Oui. Et donc vous êtes trompé aussi. Oui, bien sûr. Bon, mais vous êtes rarement trompé. Vous êtes rarement trompé. Il s'est trompé beaucoup plus souvent, Sergueï Girnov. Vous voyez, je plaisante, Sergueï Girnov. Ne vous énervez pas. Attendez, on n'est plus Union soviétique. J'ai compris que vous plaisantiez. Non, je plaisantais pas en fait. Mais attendez, je finis ma question, Sergueï Girnov. Laissez-moi finir ma question. Est-ce que cependant, les Ukrainiens aussi pourraient nous surprendre ? Rappelez-vous, on a dit ils n'iront pas jusqu'à Moscou. Ils ont réussi ce coup incroyable du drone jusqu'au Kremlin. L'arme nucléaire tactique, ça fait partie de la dissuasion. Les Ukrainiens ont droit aussi de l'utiliser. Oui, d'autant plus qu'ils sont en guerre, c'est-à-dire qu'à ce titre, le traité de non-prolifération ne s'appliquerait plus et que fondamentalement, ils ont le droit, effectivement, de fabriquer, ils en ont les compétences, ils ont peut-être les matières, c'est pas impossible, mais pour l'instant, c'est surtout un instrument politique, c'est un instrument diplomatique, sachant que, oui, c'est un peu une stratégie de fou, disant, voilà, maintenant, foutu pour foutu, on est capable de tout faire péter, quoi. En gros, c'est ça. Maintenant, oui, c'est une vraie stratégie du fou, parce que ça pourrait justifier de la part de la Russie une attaque préventive, y compris éventuellement nucléaire, mais c'est destiné simplement à faire peur, notamment aux Américains, bien sûr. Effectivement, c'est eux la cible. Les Américains ont peur du désordre, en réalité. Voilà, un truc qui leur échappe. Donc oui, ça pourrait les faire bouger, effectivement. Vous savez pourquoi c'est du sérieux ? Parce qu'en fait, je suis d'accord avec Gallagher, c'est envoyer le but. La cible, c'est les Américains. Parce qu'en fait, les Ukrainiens mettent les Américains face à leur défaillance de 1994. La responsabilité. Parce que la responsabilité. Parce que les Américains étaient garants du protocole de Budapest. Et donc, pour le Kazakhstan, pour la Biélorussie, etc. Et donc, comme la Russie a violé ce protocole, et comme les Américains n'ont pas rempli leur garantie, donc l'Ukraine a parfaitement le droit de redevenir un pays nucléaire qu'elle était. Surtout que la Russie... De Poutine a nucléarisé la Biélorussie. Ça veut dire que Poutine déjà l'a fait. Et en fait, personne ne s'est étonné que Poutine envoie les armes nucléaires en Biélorussie. Ça n'a posé aucun problème. Pourtant, c'est la violation flagrante du traité de non-prolifération. Est-ce qu'un doute peut exister chez les Russes ? C'est-à-dire, est-ce que les Russes, d'un point de vue technique, peuvent se dire « Ah, il y a quand même un risque potentiel ». Vous avez souvent dit sur ce plateau que les vecteurs nucléaires ne sont pas toujours parables. Donc, en réalité, est-ce que les Ukrainiens peuvent quand même impressionner un peu la Russie, même avec une bombe rudimentaire ? Oui, mais encore une fois, techniquement, ils sont bons. Et comme le rappelait Sergueï, c'est eux qui fabriquaient les missiles intercontinentaux. Jusqu'à encore quelques années, la Russie était obligée de faire appel à des Ukrainiens pour entretenir leurs missiles intercontinentaux, notamment les Yars. Oui, à propargol liquide, etc. Donc, oui, c'est techniquement, encore une fois, c'est peut-être possible, effectivement. Ça surprendrait beaucoup de monde aussi.
mais sur l'audace ukrainienne, c'est quand même fascinant. Parce que je ne sais pas si vous observez le colonel Goya, il est lui-même surpris. Lui, d'habitude, qui est assez catégorique. Non, mais il y a un effet de surprise. Il faut dire ça. Il faut imaginer les gens à la Maison-Blanche qui, en ce moment, enfin surtout dans l'équipe Trump, qui se disent on va régler le sort assez rapidement, en 24 heures, disait Trump, qui tout à coup reçoivent l'article du Times disant qu'il y a un rapport intérieur ukrainien disant on va peut-être préparer quand même une petite surprise. C'est pas mal. C'est pas mal joué. Surtout que, souvenez-vous aussi, le bateau amiral Moskva de Russie. Ils ont surpris tout le monde. Ils ont envoyé quand même un missile. Ils ont coulé le plus grand bateau ukrainien. Ils ont frappé quand même 3 aérodromes stratégiques russes, Diaghilevo, Engels 2 et Olenier. Et tout le monde a été surpris. Ils ont frappé aussi un radar de protection antinucléaire de Russie. Donc ils ont beaucoup de ressources.